Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment booster notre alimentation autrement. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Rita Oosterberg, naturopathe et thérapeute ayurvédique, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Rita! Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. Je suis Rita Oosterbeek, je suis portugaise aux origines indiennes et j'ai créé l'univers Ayurnatur, donc c'est un univers où je transmets un petit peu mes connaissances autour de l'Ayurveda et de la naturopathie. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait ton métier ? Alors, moi, je suis thérapeute ou praticienne, ou comme on veut appeler ça, en Ayurveda et en naturopathie, mais mon centre d'action, c'est vraiment l'Ayurveda. Et je suis surtout, maintenant, j'ai la casquette de formatrice, donc je fais des formations professionnelles pour accompagner des élèves à devenir des thérapeutes, comme je le suis. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, hein. Alors, mon métier maintenant, c'est la transmission de connaissances. Donc, je suis vraiment en plein dans cette mission de transmission. Et la casquette de thérapeute, c'est d'accompagner les personnes à être bien dans leur peau. Et là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'alimentation à travers la naturopathie et l'ayurveda, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, ça va être le sujet du jour. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là ? Alors, moi, la qualité que j'ai qui me permet d'aborder ce sujet-là, c'est de rester super humble, en fait, face aux connaissances que j'ai, parce que ces connaissances, elles m'ont été transmises. Donc, j'ai la chance d'avoir été, commencé par un parcours d'infirmière, de travailler aux urgences et au bloc. C'est un cheminement personnel qui m'a amené d'abord à la naturopathie occidentale et ensuite à l'Ayurveda, sujet que je continue à étudier de nos jours, même si j'ai une école de formation professionnelle. Et donc, mon travail, c'est d'unir les deux, notamment au niveau de l'alimentation, mais toujours en restant humble face à mes connaissances. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé ? La première fois que j'ai entendu parler de l'alimentation, alors pour moi, l'alimentation selon la naturopathie, d'abord, ça a été assez transformateur pour moi. Parce que, justement, j'avais pas mal de problèmes de santé physique, aussi mentale, parce que l'Ayurveda, ça va soigner le physique, le corps et le mental. Je n'avais pas de problème psychiatrique ou psychologique, mais il y avait des choses dans le mental qui me tracassaient et en fait, le fait de changer de l'alimentation et c'était grâce, dans un premier temps, à la naturopathie, ça a complètement guéri tout un tas de bobos, notamment digestifs, que j'avais et ça m'a permis notamment d'apaiser mon mental. Donc ça a été assez bouleversant pour moi, donc cette première approche avec la nutrition et bien sûr que j'ai continué ensuite avec l'Ayurveda. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire ? À quoi tu ressemblais avant de trouver l'Ayurveda comme réponse ? Alors, je ne sais pas comment dire qu'est-ce qui a changé, mais en fait, j'étais une personne extrêmement introvertie et en fait, quand j'ai commencé à étudier de plus près l'alimentation, c'est tout un chemin. Donc, je peux pas dire la personne avant et après avoir étudié la naturopathie et l'Ayurveda, notamment l'alimentation, mais il y a clairement un changement entre la Rita qui était avant
la prise en charge de sa santé, on va dire, et l'arrêt qui était après. Et ce qui est plus flagrant, parce que les problèmes digestifs, l'anxiété, on la voit pas forcément de l'extérieur, mais ce qu'on voit de l'extérieur, c'est une timidité extrême. J'étais un enfant extrêmement timide, mais une timidité maladive au point que mes parents ils me mettaient chez le psychologue. Aujourd'hui, je tiens une chaîne YouTube, j'ai une école de formation professionnelle. J'ai fait un parcours où, j'ai travaillé dans un bateau de croisière où je faisais des discours pour 5 000 personnes à bord. Donc, il y a eu une transformation qui est claire là-dessus et l'alimentation, elle n'est pas pour rien, quoi. Elle a beaucoup aidé à cette transformation. Trop bien. C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où ça s'est imposé à toi? Alors, il y a eu plusieurs moments comme ça dans ma vie, mais si je dois dire un moment du point de vue professionnel, un moment où tout allait plutôt bien dans ma vie, c'était déjà après mes études de naturopathie. J'avais rencontré mon conjoint et j'étais à Marseille, j'avais mon travail d'infirmière, tout allait bien en fait. J'aimais mon métier, j'aimais l'endroit où j'habitais, j'aimais mon conjoint, mais il y avait quelque chose qui me manquait et je ne savais pas quoi. Donc je suis partie en Inde avec un billet simple d'aller et je suis allée pour me chercher en fait, pour chercher qui était moi en fait au plus profond de moi. C'est cette personne-là que je suis allée chercher. Et donc je suis tombée dans une école de d'Ayurveda. J'ai fait beaucoup de méditation, de yoga et surtout d'Ayurveda. Donc c'était un plongeon qui était flagrant. Maintenant, il y a eu plusieurs moments dans ma vie qui ont été des moments de virage, mais celui-là, c'était le moment de virage d'un travail salarié en tant qu'infirmière vers un travail où je prends ce qui me tient vraiment à cœur et je fais de ma passion mon travail en fait, mon métier. Voilà. Et donc, je me suis posé la question, donc, quelle était ma mission de vie et qu'est-ce que je pouvais faire? Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, si j'ai une mission de vie, il faut que cette mission de vie, je savais à l'intérieur de moi qu'elle était en lien avec l'Inde. Parce que j'ai toujours eu la passion de l'Inde. Depuis petite, je suis passionnée de l'Inde, de la religion, de tout ce qui est autour de l'Inde. Ma grand-mère est indienne, elle est de Goa, qui était un comptoir portugais, donc elle a un biais d'identité qui est portugais, mais la famille, elle vient d'Inde en fait. Ils sont indiens en fait, même s'ils sont portugais sur les papiers. Donc il y a toute une histoire où l'Inde, elle m'a toujours passionnée alors que la culture qui vient avec, du côté de ma grand-mère, c'est catholique, il n'y a pas du tout la religion hindoue ou quoi, mais cette religion elle m'a attirée, toutes les histoires m'attiraient, le peuple m'a attirée, voilà, depuis petite. Et quand on me demandait, quand j'étais petite, pourquoi l'Inde, moi j'avais cette image de que je voulais monter sur un éléphant. Donc je disais ça et j'imaginais l'éléphant, pas l'éléphant africain, mais l'éléphant indien, tout habillé, tout joli. Et j'avais cette image que j'ai encore aujourd'hui, qui est une image qui me donne beaucoup de joie. Et je ne l'ai jamais fait, mais j'ai l'impression de l'avoir vécu, ça. Et donc, entre autres, voilà, ça c'est la petite anecdote, mais je savais qu'en fait, si j'avais une mission et s'il y avait quelque chose qui me manquait, c'était là-bas que j'allais trouver. Et donc, j'ai tout organisé pour pouvoir partir là-bas. Mon départ en Inde avec un aller simple, c'est-à-dire un voyage en toute liberté. Je suis allée avec le cœur ouvert à dire, je fais confiance à la vie et quoi qu'il arrive, ça sera du bien et c'est ce que je dois vivre. Donc ça a été très transformateur. Ça a été un point de virage pour moi. Et du coup, voilà, toutes les choses, elles ont découlé de là. Entre moi et l'Inde et moi et l'Ayurveda, il y a un rapport qui est fort quand même. Il y a quelque chose. Mhm. Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place? Alors, quand j'ai commencé à changer d'alimentation, la première chose que j'ai fait, c'était arrêter les produits industriels. Donc c'est vraiment le défi que je me suis donné et je pense que c'est ça qui a beaucoup contribué à ma santé dans un premier temps et ça va avec cuisiner plus. Donc je cuisinais pas beaucoup et donc du coup, c'est ça qui a pas mal changé, notamment au niveau des rhumes à répétition, des problèmes digestifs. C'est que, comme j'ai voulu arrêter, les produits industriels, je l'ai fait petit à petit, hein, je l'ai fait pas drastiquement parce que j'en consommais beaucoup. Ouais. Donc
forcément, quand on n'a plus de produits industriels, on cuisine plus. Donc voilà, ça, c'est la première chose que j'ai mis en place comme ça qui a eu un impact important dans ma vie. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. À la base, j'avais vraiment beaucoup de problèmes digestifs. J'avais un transit qui était complètement irrégulier, donc des douleurs de ventre, tout le temps en fait, une faim qui était irrégulière, voilà, donc beaucoup de problèmes digestifs. Éparpillement mental très important, je peux pas dire que j'en ai pas aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux parce que voilà, Vata est toujours là au rendez-vous, n'est-ce pas? Mais voilà, donc j'avais surtout ces problèmes digestifs, ces problèmes de transit et voilà, et au niveau du mental, c'était une anxiété, une timidité qui était un peu Ouais. extrême et du coup, au moment où j'ai changé cette alimentation, forcément enfin forcément pour ceux qui connaissent, mais c'est pas si évident quand on commence. Les problèmes digestifs, ils se sont vraiment apaisés, les problèmes de transit aussi, sans médicaments, sans plantes, voilà, juste vraiment avec l'alimentation et ce qui était plus surprenant pour moi, c'était de voir Mmh. que j'étais plus stable mentalement aussi. Malgré le fait que je faisais pas à cette époque forcément des méditations et des respirations ou des choses forcément pour le mental, rien que le fait de changer de l'alimentation, ça a transformé ma santé, autant dans le corps que dans le mental. Voilà, donc c'était ça qui avait comme résultat, clair et à ce moment-là, je j'étais pas encore en train de mettre l'ayurveda en place. J'étais vraiment dans le départ, dans mes débuts, en train de me former encore à la naturopathie et donc j'étais vraiment sur cette, position produit industriel. Après j'ai essayé plein de choses. Donc j'ai essayé d'arrêter les produits laitiers, d'arrêter le gluten parce que c'est beaucoup de choses qui sont dictées en Ouais. naturopathie pour arrêter un syndrome qui serait inflammatoire et après je me suis un peu perdue là-dessus. J'ai commencé le jeûne intermittent et cetera et donc j'ai pratiqué beaucoup de ces choses-là qui étaient, dictées par la naturopathie, mais sans avoir vraiment un cadre et c'est ce qui m'a fait venir plus à l'ayurveda, c'est, le manque de ce cadre parce que, je me suis aperçue en fait qu'au bout de 3 ans de jeûne intermittent, donc j'étais pas très rapide pour me rendre compte des choses. Au bout de 3 ans de jeûne intermittent et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, que même si au départ mon changement alimentaire, il m'avait fait beaucoup de bien, au bout d'un certain temps de continuer dans cette lignée où je faisais de plus en plus de régimes détox en fait que je comprenais pas. À l'époque, j'étais en train de faire un régime détox, mais j'étais en train de faire un régime détox sur du long terme, ce qu'on appelle en ayurveda le lankana. Donc, c'est une thérapie qu'on va utiliser pour nettoyer le corps. Donc, on comprend en Ayurveda qu'il y a 2 grandes branches de thérapie. Il y a celui qui va nous nettoyer le corps, il y a celui qui va nourrir le corps et on a besoin de nutrition pour avoir un corps et un mental qui est en bonne santé et en fait, j'étais vraiment beaucoup dans cette branche de nettoyage, nettoyage, nettoyage et ce qui Mmh. se passe dans cette branche de nettoyage, c'est qu'au départ, on est bien. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je mangeais mal. J'avais de la malbouffe, j'avais beaucoup de produits industriels, beaucoup trop de sucre. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de cuisiner. Mais au bout d'un certain temps, en fait, je n'avais pas vraiment de cadre parce que, en tout cas, dans mon école de naturopathie, ce cadre, il n'avait pas vraiment été donné. Même si on étudie les tempéraments, ça va peut-être un peu moins loin que l'Ayurveda, à mon sens. En tout cas, si je compare avec les études que j'ai suivies moi. Et du coup, on finit par recommander un peu des jeûnes intermittents, des choses comme ça pour toute personne. Et moi, je suis quand même mince à la base. J'ai quand même une énergie vitale n'est pas époustouflante non plus. Je me fatigue relativement vite. Et en fait, faire un jeûne intermittent sur du long terme, ça me faisait sentir j'avais l'impression de me sentir bien et de mieux en mieux dans ma tête parce que ce qui fait ces régimes Langana, c'est qu'ils allègent. Ils allègent le corps, Mmh. ils allègent le mental. Donc on se sent très léger au niveau du mental. De plus en plus léger, de plus en plus léger. Donc on voit pas, en tout cas moi j'ai pas vu, là où je m'enfonçais en fait. Et il a fallu donc 3 ans pour que, au bout d'un moment, je me dise: «Mais en fait, je dors plus, j'ai que des insomnies, je suis très irritable, je suis très anxieuse, ma peau, elle est extrêmement sèche».
et pourtant je mange bien et j'avais déjà fait, donc quand j'en arrive là, j'avais déjà fait mon séjour en Inde, j'avais déjà mon cabinet et c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes en cabinet qui avaient les mêmes symptômes que moi et où j'ai vu que j'avais des limitations en termes de conseils avec la naturopathie, que j'ai commencé à recommander de plus en plus de l'Ayurveda. Et c'est suite à ce retour de la réalité, en fait, d'avoir beaucoup, en fait, c'était un boom, je crois. D'un coup, j'ai reçu que des clients avec ces problèmes-là. Et donc, j'ai commencé à recommander Abhyanga, donc huilez-vous le corps, manger nourrissant, manger chaud, toutes ces choses-là que je savais de l'Ayurveda, mais que j'étais encore beaucoup trop dans la naturopathie. Et en fait, au fil du temps, de conseiller les autres personnes, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas en train de le faire pour moi. Mais c'est très difficile de s'auto-analyser. Donc, je recommande toujours aux thérapeutes d'avoir leur propre thérapeute parce qu'on a beaucoup Mhm. trop de subjectivité quand on s'auto-analyse. Et avec un régime Lingana, on se sent trop bien dans sa tête, en fait. On a l'impression que tout est youpi et que tout est bon parce qu'on est léger. Et en fait, justement, on manque trop d'ancrage. Donc, j'avais énormément de déséquilibre de Vata et je ne le voyais pas. Et je l'ai vu grâce à mes clients. Donc, merci mes clients. Donc, c'était un autre moment de bascule. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence entre naturopathie et Ayurveda pour mieux saisir comment améliorer notre alimentation? En naturopathie, on va étudier l'alimentation, mais c'est une approche vraiment moderne de la nutrition et qui va être faite vraiment en parallèle de l'allopathie. C'est-à-dire que l'allopathie, elle va étudier les substances à travers leurs molécules. Dans la naturopathie, on va étudier l'alimentation comme la nutrition moderne, par exemple comme un nutritionniste. Donc, on va voir que dans tel aliment, on va avoir des protéines, des lipides et des glucides, par exemple. Ce sont des macromolécules. Quand on ingère un aliment, les glucides, notamment les amidons, qui est un type de sucre qui est complexe, il va commencer à être digéré au niveau de notre bouche. Donc 40% des amidons, ils vont commencer à être digérés au niveau de notre bouche. Et en naturopathie, on va étudier toutes ces sortes de choses. Donc, où est-ce que ces 3 catégories d'aliments, ils vont être, digérés, comment ils vont être digérés et comment ils vont être divisés. Donc on part du principe qu'on mange un aliment, ils vont devoir être divisés en différentes particules, en des molécules de plus en plus petites pour qu'ensuite il y ait une assimilation par le corps et que ça passe dans le courant sanguin. Donc en naturopathie, on va étudier ces 3 grandes catégories d'aliments, lipides, glucides et protéines. Si on prend l'exemple des protéines, les protéines, elles vont aider à beaucoup construire les muscles, elles vont être importantes pour la constitution des hormones dans notre corps, pour qu'elles fonctionnent, etc. Et donc, dans les acides aminés, on va étudier qu'il y en a des acides aminés qui sont produits par notre corps et il y a des acides aminés qui ne sont pas produits par notre corps, mais qui sont fondamentaux pour notre organisme en tant qu'être humain et qui doivent venir par notre alimentation. Ce sont les acides aminés essentiels. Donc on est dans une vision qui est très moléculaire de la chose. Et du coup, comme on est vraiment dans une perspective de division, de comprendre la structure d'un aliment, de comprendre la structure du corps, on va dire, tiens, telle personne, elle n'arrive pas à dormir parce que peut-être elle manque de sérotonine qui est un neurotransmetteur, qui est encore une micromolécule qu'on va étudier dans le corps humain. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas assez de sérotonine? Peut-être qu'elle n'a pas le tryptophane qui est aussi une molécule qui est un précurseur de sérotonine. Alors qu'on a des aliments qui ont du tryptophane, donc on va conseiller à cette personne du tryptophane. Donc, Ok. c'est tout un enchaînement de choses qu'on va essayer de comprendre, des molécules par-ci, par-là, pour pouvoir conseiller en termes d'alimentation. En fait, en naturopathie, on n'a pas que les conseils en alimentation, mais on est un peu tourné Mhm. vers là. Donc, on a une vision qui est très moléculaire, c'est-à-dire quelle est la molécule, quelle est la cause. On cherche la cause, toujours en naturopathie, comme en Ayurveda. Donc, quelle est la cause de cette chose-là qui manque? Donc, je vais la chercher, bah, je vais voir qu'est-ce que dans l'alimentation de cette personne ne va pas et je vais lui conseiller ça. En Ayurveda,
on n'a pas la même approche. C'est pas une approche qui est moléculaire, c'est pas une approche qui est quantitative, c'est une approche qui est fonctionnelle, l'Ayurveda. Donc ce sont 2 approches qui sont différentes. Il y a sur beaucoup de points, elles vont se rejoindre. Sur beaucoup d'autres points, elles n'ont pas la même vision, tout simplement. Donc là, en Ayurveda, on va arriver sûrement aux mêmes conclusions qu'avec la naturopathie. Donc, en tout cas, dans beaucoup de fois, on va arriver aux mêmes conclusions. Mais la vision, elle n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre la perspective moléculaire d'un aliment. Ça ne prend pas de sens. On va comprendre les fonctions. Donc, si en allopathie, en naturopathie, on va comprendre par exemple les choses système par système, donc on a système digestif, on a système urinaire, on a, je sais pas, système reproducteur, c'est que des systèmes différents. En Ayurveda, on va voir ça par fonction. Donc, le corps humain, on va avoir les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, que je pense que des auditeurs de podcast, ils ont déjà entendu parler. Donc, ce Vata, Pitta et Kapha, beaucoup de personnes pensent que c'est notre constitution de base, alors que c'est loin d'être réduit à ça, en tout cas. Ce sont des gérants de notre corps, en fait. Les principes d'anatomie et physiologie du corps, ils sont gérés par Vata, Pitta et Kapha. Et c'est une vision vraiment fonctionnelle du corps. Et au lieu de sectoriser le corps par système, bien sûr qu'on a une vision structurelle. On sait ce que c'est un foie, on sait ce que c'est un poumon, et c'est décrit dans les textes, et on le voit en Ayurveda. Mais on ne va pas les sectoriser par système, on va les sectoriser peut-être par fonction. Donc c'est vraiment une vision qui est fonctionnelle. Alors qu'en naturopathie et en allopathie, la vision, elle est plus structurelle. Donc c'est pareil avec la nutrition. On va avoir une vision fonctionnelle, et pour nous, il n'y a pas de sens à séparer un aliment dans ses molécules, comme on fait en naturopathie. Les 2 visions, elles sont intéressantes. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, mais c'est juste comprendre la vision de chacun. Donc, par exemple, le curcuma, qui est un aliment, pour la naturopathie, il a été étudié parce que c'est un super aliment, comme il est considéré en naturopathie. Et donc, on a étudié par des recherches scientifiques plus récentes les molécules. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le curcuma? Pourquoi il est si bon pour la santé? Donc, on a trouvé la curcumine, qui est un facteur qui va être très anti-inflammatoire, qui est très riche en antioxydants. Et on a fait d'autres études qui ont montré que la curcumine du curcuma, quand elle est en réaction avec les pépérines du poivre noir, c'est potentialisé encore plus. Donc, son caractère anti-inflammatoire, il est encore plus puissant. Donc, on va acheter des gélules riches en concentré de curcumine et de poivre noir pour les donner à la personne, par exemple. Bah, c'est pas forcément ce qu'on fait en naturopathie. On peut aussi recommander l'aliment lui-même. Mais en Ayurveda, en tout cas, il y a pas de sens à sectoriser une partie, un principe actif d'un aliment, parce qu'en Ayurveda, c'est l'ensemble de l'aliment qui Mmh. va fonctionner. Donc, on va privilégier de donner cet aliment d'une certaine façon, avec une certaine préparation, mais pas forcément extraire une molécule et laisser les autres, parce que tous les principes actifs, ils vont être importants dans cet aliment. Mmh. Voilà. Et donc, quelle est l'approche de l'alimentation par l'Ayurveda? On va voir les choses en termes de goût, de saveur. On va étudier 6 saveurs, et chacun, il va avoir ses rôles. Donc, le premier rôle qu'on va avoir, c'est le premier goût, ça va être Madhura Rasa. Madhura Rasa, c'est souvent traduit comme le goût qui est sucré. Donc, c'est pas le sucre rapide, c'est pas un sucre qui est qu'on va retrouver dans la canne. Enfin, ça fait partie de Madhura Rasa. Mais en tout cas, le sucre blanc qu'on retrouve aujourd'hui, c'est un sucre qui a été transformé. Ce n'est même plus le sucre de la canne. Mmh. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans la notion de Madhura Rasa? C'est que Madhura Rasa, c'est la première saveur qui va nourrir le corps. Or, le sucre rapide, on le sait par des recherches scientifiques récentes, qu'il est, il est carencé, en fait. Il crée des carences dans le corps. Donc, le sucre rapide, il va notamment créer des caries au niveau des dents, et la carie,
elle n'est pas plus qu'une carence en fait. La dent, elle est attaquée par une bactérie parce qu'il y a des carences au niveau de ses dents. Et du coup, si ce sucre rapide, c'est un aliment qui va provoquer une carence, on voit bien que ça ne peut pas être Madura Jazz. Parce que Madura Jazz, si on le comprend, depuis le sanskrit, on va comprendre très clairement que c'est quelque chose qui doit nourrir le corps. Donc, si c'est quelque chose qui doit nourrir le corps, c'est quoi ce sucre-là? En fait, Madhura Jazz, c'est ce qui est le plus prédominant dans toute l'alimentation. Donc, on va le retrouver dans les céréales, on va les retrouver dans les légumineuses, on va le retrouver dans différentes viandes, même si la viande elle va avoir d'autres goûts, comme le salé, par exemple. Mais euh, l'idée là, avec Madhura, c'est que il va être vraiment nourrissant et si on fait le parallèle avec la vision en naturopathie, on va voir que autant les lipides que les protéines et les glucides, ils vont être tous dans Madhura Jasa. Mm. Et donc, l'Ayurveda, elle va donner un pas en plus que la naturopathie, parce qu'il va nous montrer qu'en plus de Madhura Jazz, on a d'autres goûts dont on a besoin. Et que si on n'a pas un équilibre dans ces différents goûts, on peut se retrouver avec des difficultés en termes de santé. Ouais. Donc, Madhura, c'est celui qui va nous apporter aussi un certain apaisement au niveau du mental. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui, pour apaiser un éparpillement Des mental, émotions, ouais. voilà, des émotions, etc., et vont se pencher sur un Madhura Jazz qui va être un sucre qui va être plus rapide, parce qu'elles vont ressentir cet apaisement au niveau émotionnel, parce qu'ils vont se sentir nourris à ce niveau-là. Mais c'est une erreur parce que du coup, Ouais. encore une fois, on est en train de tromper notre système parce que ce sucre rapide, il va pas forcément nous apporter du confort. Donc c'est le goût par excellence qui doit être prédominant dans notre assiette, mais en fait, ça peut rendre la chose difficile quand on se dit: «Ah, il faut que j'aille», voilà, il y a des dictées comme ça qu'on a tous entendu, il faut avoir les 6 goûts dans l'assiette. Mais après les personnes, elles se disent: «Mais oh, c'est super compliqué d'avoir les 6 goûts dans l'assiette, comment on fait?» Et en fait, il faut pas trop se prendre la tête parce que pour que Madhura Raja soit prédominant, il faut pas grand-chose parce que tous les aliments qu'on consomme plus, donc c'est les légumes, les céréales, les légumineuses, les viandes, les poissons, les œufs, tout ça, c'est Madura. Il y a du Madura partout. Donc, un aliment, il ne va pas avoir qu'un seul goût, heureusement, parce que sinon, on serait perdu. Et donc, c'est pas si compliqué d'avoir les 6 goûts dans l'assiette. Mais voilà, Madura, le principal, celui qui nous apporte plus de nutrition. Après, on a le deuxième, Amlajas, donc le goût acide. Le goût acide, c'est celui qu'on va retrouver, par exemple, dans les agrumes. Donc, c'est pas très compliqué. Et le goût acide, ça va être le deuxième le plus nourrissant. OK? Donc, il va être nourrissant dans la plupart des cas et il va aussi donner au niveau émotionnel, donner une sensation de satisfaction, de lâcher prise et d'ancrage. Donc c'est aussi un goût qui est pas mal recherché. Dans notre société, donc on va avoir les agrumes dans notre société, dans notre culture alimentaire, on va dire, on va retrouver ce goût beaucoup dans les produits fermentés. Les goûts acides, une vinaigre aussi, voilà. Le fromage, voilà, le kéfir, les yaourts, on va retrouver ce goût acide. Et du coup, c'est intéressant de savoir que ce goût acide, ce qu'il va provoquer dans le corps, c'est qu'il va provoquer de la chaleur. Donc parce qu'il provoque de la chaleur, hem c'est pas un pic de chaleur comme la saveur piquante, qui fait un pic de chaleur, mais que ça descend tout de suite. La saveur acide, la saveur donc de fermentation, le vinaigre, etc., elle va nous créer de la chaleur dans le corps, mais qui va rester sur du long terme. Donc c'est une saveur qui est à privilégier, par exemple, pendant l'hiver. Donc après, on va avoir le goût lavana, qui est le goût salé. Donc le goût salé, c'est facile, on va le retrouver au niveau des algues, etc. Et lui, déjà, il va avoir une tendance à assécher le corps.
et en grande quantité, il peut même provoquer des vomissements et d'assécher fortement le corps. Donc c'est déjà par rapport aux 2 premiers goûts, c'est un goût qu'on doit limiter et dans Mmh. notre société, on a tendance à le consommer un peu trop. Après, on a Katuraz, donc le piquant, qui, encore une fois, voilà, maintenant on est dans les goûts qu'on va consommer avec en plus petite quantité. Donc le goût piquant, c'est celui qui va chauffer fortement le corps, mais que ça va pas durer dans le temps. Il va déséquilibrer donc le pitta parce qu'il est chaud, mais surtout, il déséquilibre en premier le vata parce qu'il va assécher le corps. Donc, le katoujase, c'est vraiment quelque chose qui va assécher profondément le corps. Et une autre de ses capacités, c'est qu'il va pouvoir stimuler le feu digestif. Donc, c'est pas pour rien que les pays tropicaux où il fait très chaud, en fait, l'Ayurveda, elle nous montre et nous explique que quand il fait très chaud, notre pouvoir digestif et la force des êtres humains, elle est diminuée. Et donc, c'est pas pour rien que dans les climats tropicaux où il fait souvent très chaud, on va consommer plus d'épices, plus piquants, parce que ça va stimuler notre feu digestif. Le problème, c'est que ça assèche beaucoup le corps. Donc, c'est Mmh. très aggravant pour Vata. Donc, à consommer à une petite quantité. Et après, on a Tiktaraz. Et Tiktaraz, c'est le goût amer, qu'en général, en fait, on dit qu'il faut aussi consommer en petite quantité parce que avec l'amertume, on va avoir l'astringence. Donc, il y a aussi la sécheresse qui arrive. Il y a une action de réduction. Donc, dans les pouvoirs de ce goût, on va pouvoir purifier le sang. Donc, c'est le goût par excellence de la détoxification du sang, en fait, va être très positif pour ça. Mais si on consomme en excès, ça va créer un excès de froid ou des troubles nerveux, etc. parce que ça va aggraver le vata, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe avec le goût amer? En fait, il doit être consommé en petite quantité, mais dans notre société, en fait, on l'a proscrit complètement. Dans notre culture, on fuit complètement ce goût. Alors, on consomme pas beaucoup piquant, on consomme pas beaucoup astringent. Donc, on se dit que le sucré, il est très bon et que l'amer, c'est négatif. Alors qu'on a besoin d'amer. En fait, l'amer, il va aider à cette détox, il va aider aux qualités du foie, va aider notre foie à bien travailler, il va purifier le sang. Donc, moi, j'ai tendance en cabinet à conseiller d'introduire l'amer, tellement les personnes, elles consomment pas. La mer dans tout ce qui est feuilles vertes foncées, qui sont excellentes justement pour le foie, pour les intestins, et cetera. Dans les choux, on va retrouver dans le chocolat noir, pour ceux qui sont consommateurs OK. de chocolat noir. Le café, du thé en général, bah, ils sont amers aussi, mais c'est pas des choses que je conseille parce que c'est des choses que plutôt j'enlève pour d'autres raisons, mais ils ont quand même le goût amer. Le fenugrec, le pissenlit, donc on va le retrouver après dans le curcuma, par exemple, dans les endives, on va retrouver ce goût amer. Donc, OK. c'est intéressant de le consommer. Et le dernier goût, Kshai Raz, c'est le goût astringent. Donc, c'est pas tellement un goût, c'est une sensation dans la bouche et donc il y a une sensation de sécheresse. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, ce Kshai Raz? C'est qu'il va resserrer les tissus. Donc, il est pas du tout nourrissant comme Madhura Raz. Il va resserrer les canaux du corps. Donc, en Ayurveda, on va comprendre le corps comme un ensemble. En fait, il y en a plein de tuyaux à l'intérieur qui permettent les passages d'un endroit à l'autre et que Shairas, il va permettre de resserrer ces canaux, ce qui va aider notamment à entretenir un tonus musculaire, par exemple. Peut aider à arrêter des écoulements qui sont excessifs. Par exemple, si on a trop de mucus, si on a une transpiration qui est excessive, si on a des diarrhées, des sécrétions, des hémorragies même. Voilà, le goût que Shai va être intéressant. Si son usage est abusif, ça va provoquer une sécheresse qui est trop importante. Donc la constipation, des crampes et tout un tas de Mmh. choses qui découlent d'une aggravation de vata, encore une fois. Donc voilà comment on voit les 6 goûts et chacun il va avoir des fonctions. Donc, il y en a qui vont nourrir plus le corps, il y en a qui vont créer plus de chaleur, il y en a qui vont permettre d'arrêter les écoulements et d'assécher un petit peu le corps. Et donc, c'est toute une histoire de quantité sur ce qu'on a besoin. Donc, on n'est pas du tout dans une vision moléculaire. On va se dire, il me faut tant de protéines par jour, tant de lipides, etc. On est vraiment dans une vision fonctionnelle où on se dit, chaque saveur, voilà qu'est-ce qu'elle va faire. Et de façon générale, on dit, les ayurvédiques, on aime bien dire qu'il faut les 6 goûts.
dans une assiette et on complique un peu la vie des personnes comme ça. Mmh. Donc moi, je ne fais pas trop ça en cabinet, et je ne conseille pas forcément mes élèves à le faire, même s'il y a une logique derrière. C'est en fait, la logique derrière cette phrase, en fait, c'est de dire aux gens: «Mangez diversifié». Mmh. Mais quand on se dit: «Alors il faut que je comprenne quel est le» ça devient trop intellectuel en fait Ouais. dans la pour la vie des gens et du coup ils le font plus et si nous on n'est pas forcément dans le monde de l'ayurveda, essayez juste de voir est-ce qu'il y a de l'amer dans votre vie? Est-ce que vous ajoutez de l'amertume? Parce qu'après il y a des opposés dans ça. Les personnes qui ont des addictions au sucre, l'amer c'est l'antidote. Donc si on mange pas assez amer, on ne pourra pas se débarrasser du sucre parce qu'on est dans cette addiction. Donc, quand on veut se débarrasser des addictions au sucre, c'est très intéressant d'ajouter le goût amer qu'on a pratiquement exclu de notre alimentation. Mmh. Le goût amer, il va nous permettre ensuite de sentir beaucoup mieux tous les autres goûts, notamment le sucré. Et on ne va pas proscrire le sucré. C'est une autre erreur des personnes qui ont une addiction au sucre, c'est de proscrire tous les sucres. On a besoin de sucre parce que le madoula jaz, c'est le goût sucré, on a besoin de ça pour se nourrir. Donc, c'est toute une histoire d'équilibre. Donc, maintenant, dans mon assiette, comment est-ce que je vais manger sucré, salé, astringent, machin. Donc, c'est pas compliqué. Quand j'ai une aubergine, l'aubergine, il y a du madoula, il y a du kashai, donc il y a du sucré, il y a un petit peu d'astringence. Et si je mets un petit peu d'autres aliments à côté, ben on va facilement avoir les six goûts. On n'a pas besoin de manger un piment de chili, un piment de cayenne pour avoir du piquant dans son assiette. Le cumin, ça suffit. Le cumin, il y a un petit goût qui est tranchant en fait. Donc ça le fait déjà, ce côté piquant. Donc ça va, on y arrive relativement facilement. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? Ça m'aide à garder une stabilité parce que je sais que moi, j'ai besoin de points d'ancrage dans ma journée et mes repas, ce sont mes points d'ancrage. Enfin, ça fait partie de mes points d'ancrage et j'ai besoin aussi de sortir de ce rythme, sinon je pète un câble, mais dans mon rythme, quotidien, pour le faire vite et facile pour moi parce que, je suis quelqu'un qui a besoin de que les choses, elles soient faciles, que ça soit pas fastidieux de cuisiner. J'ai besoin que ça soit pratique, que ça soit facile, en fait, d'avoir une bonne alimentation. Donc, l'astuce que je me donne, c'est en fait, je regarde les couleurs. Donc ça, c'est une astuce que nous vient par la naturopathie, en fait. On dit beaucoup: «Mettez de la couleur dans l'assiette» parce que, justement, Mmh. ça me parle plus encore que de mettre les goûts. Parce que la couleur, c'est visuel et moi, je Mmh. suis quelqu'un de très visuel. Donc si je sais que, si j'ai du vert, de l'orange et voilà, c'est diversifié, c'est bon. Et autre chose que je me fais, pour que ça soit facile, c'est que j'essaie toujours d'avoir, céréales, légumineuses, légumes, pour avoir une alimentation qui est diversifiée, qui est complète et je sais que chez moi, comme chez beaucoup de monde, voire, peut-être tout le monde, en fait, c'est quand dans le mental, on est un peu moins stable, le corps, il va pas suivre. Mais le contraire, il est vrai aussi. Mmh. Bon, OK, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment, simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. Le truc que les gens ils savent pas sur moi, en fait, ils ont une vision sur moi d'une Rita qui est super zen et qui voilà, est une personne qui incarne l'ayurveda et qui fait toutes ces choses et qui fait tout le temps de la méditation et des respirations et qui mange tout le temps bien et je ne suis pas cette personne. Le secret, c'est ça. En fait, le secret, c'est que à la base, je suis une personne super méga stressée, anxieuse et tout ce que j'ai dit déjà auparavant et c'est ces besoins personnels qui m'ont amenée à l'ayurveda, qui m'ont amenée à la naturopathie et à l'ayurveda et le secret personnel, c'est que en fait, comme pour tout le monde, on a, des rythmes de vie. En fait, la vie, elle est pas statique, la vie, elle est bougeante. Ayuhu de Ayurveda, Ayuhu, la vie, elle est bougeante. Donc
ce qui se passe à l'extérieur de nous, il nous impacte et on n'est pas tout le temps stable dans notre mental et dans notre corps. Donc l'alimentation, des fois, je zappe et ça arrive, donc on est tous humains. Donc en fait, pour être aussi aligné avec ce métier que je fais, donc pour moi à titre perso, mais aussi pour moi à titre professionnel, que je tienne une alimentation, une hygiène de vie qui sont correctes. Donc même si dans cet équilibre dynamique qui est la vie, des fois, bah, on zappe des choses et on est un peu moins bien, on cherche toujours un certain point d'ancrage. Peut-être pas l'excellence, parce que l'excellence, ça serait trop perfectionniste Mmh. et on est tous humains. Mais moi, j'exige de moi-même un certain niveau au niveau de l'alimentation et de l'hygiène. Ça, c'est sûr. Mais je Mmh. suis humaine comme tout le monde. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi, au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Question alimentation, la malbouffe, clairement. Donc, en fait, les problèmes, digestifs comme j'avais enfant et les problèmes de transit, ça j'ai plus jamais revenu. Comme, même en mangeant moins bien comme je le fais maintenant, des fois j'ai un petit peu des dérèglements, c'est normal par rapport à des choses que je mange si je vais au restaurant ou quoi. Mais à ce point, en fait, c'était vraiment, mauvais, en fait, ce que je vivais. C'est-à-dire qu'il fallait que je m'allonge, j'étais accroupie, je me brassais le ventre avec mes mains, j'essayais de pour, voilà, c'était Ouais. vraiment des douleurs atroces et donc ça, ce n'est plus revenu. Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel t'es un peu encore en mission aujourd'hui? Le sucre! Il me faut plus d'amer dans ma vie, hein. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être? Attention, l'heure est grave, hein. Mon péché mignon, je sais pas si c'est un péché mignon, mais j'aime bien aller au restaurant. J'aime bien n'avoir rien à faire, en fait. Avoir pas avoir à cuisiner, pas avoir à faire la vaisselle et tout ça et en fait, l'ensemble de ces choses-là, elles me font que j'aime bien aller au restaurant. Canon! Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Moi, je vous invite à ne pas vous juger, à éviter un perfectionnisme qui est extrême et je parle de Ouais. façon personnelle parce que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, donc assez dur envers moi-même. Et en fait, on rend Mmh. service à personne, ni à nous, ni aux autres. Donc avec le temps et avec le recul et parce que je connais mes points négatifs, mes points qui sont moins bien, ce perfectionnisme, il est bien parce que ça permet une certaine persévérance, ça permet un certain cadre, mais il faut lâcher un peu ce perfectionnisme parce que, par exemple, moi, si j'avais jamais lâché ce perfectionnisme, j'aurais jamais mis ma première vidéo sur YouTube, j'aurais jamais voilà, mon cabinet, mes formations, on fait rien en fait quand on est extrêmement, perfectionniste. Donc arrêter de se juger et de se valoriser pour qui on est Mmh. aussi et donc lâcher un petit peu dans ce jugement de soi. C'est ce que je peux vous conseiller. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Alors, pour changer le monde, il faut de l'amour. Je pense que c'est s'il y a une chose qu'il faut dans le monde, c'est de l'amour et l'amour dans un sens large. Changer le monde, il faut beaucoup d'amour dans le monde et l'amour, il va commencer par qui? Par soi-même. Parce que si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer, on peut pas accepter les autres. Donc il faut s'aimer, il faut s'accepter pour ensuite se rendre compte que c'est possible un changement dans le monde et que le monde, il est pas tout pourri comme des fois on peut avoir cette sensation selon quel bout du monde on va regarder. Que dans le monde, il y a beaucoup d'amour également et qu'on peut choisir vers où on se tourne et que plus on a de l'amour et de bienveillance envers soi, plus on va réussir à l'avoir envers les autres et c'est une chose que s'y multiplie. Donc, certes, il y a des choses qui sont pourries dans le monde, je ne vais pas le nier parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il y a beaucoup d'amour également et ça, il ne faut pas l'oublier. Mmh.
Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Oui, alors ma chaîne YouTube, ça s'appelle Ayur Natur. Et sinon, pour les formations professionnelles, c'est Ayur Natur Formation avec un S, tout attaché.com. Mais si vous tapez sur Internet Rita Osterbeck, Ayur Natur, vous allez tomber sur sûrement une de mes vidéos, posts. Et normalement, sur mes posts, j'ai des liens aussi. Donc, vous allez tomber sur moi. Super, merci beaucoup Rita. Merci beaucoup Aurélie pour cette invitation, c'était super. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey, l'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.